Bonjour tout le monde, bienvenue au balado du Comité national des jeunes vers l'avenir. Je suis en compagnie de mon comparse Robin Guméry et de notre président général du SFPQ, M. Christian Daigle. Bonjour, bienvenue d'avoir accepté notre invitation au balado. Bien, ça me fait plaisir, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre dans le cadre du balado. Donc, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est très intéressant, bienvenue. Bienvenue, Christian. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté ce mandat. Là, on sait que tu as beaucoup de choses à nous raconter, fait qu'on avait très hâte. Pour ceux qui ont écouté le balado et ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à le faire. Mais on terminait un petit peu là, sur une note humoristique là, par rapport à des anecdotes que tu nous contais. Et on avait un petit peu défilé l'histoire du SFPQ. Donc, on est là, en fait, pour continuer dans cette lignée-là. Et je me souviens que le dernier sujet qu'on avait abordé, c'était un petit peu la mobilisation des membres au SFPQ. Là. Donc, comment qu'on peut se regrouper ensemble, là, comment est-ce qu'on peut faire comme voix en termes de syndicats, en termes de solidarité. Donc, je ne sais pas, toi, Christian, par quoi tu avais le goût de commencer là, par rapport à l'histoire du SFPQ au niveau de la mobilisation. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues qui ont évolué depuis que toi, tu es rentré au SFPQ? C'est sûr que les choses ont beaucoup changé. Les médias sociaux sont arrivés en place. Ils étaient déjà là, mais je veux dire, ils ont été beaucoup plus utilisés depuis peu, depuis même la pandémie aussi. Les communications électroniques ont beaucoup changé également aussi. Ça a amené une façon de faire qui est différente au niveau du syndicat. Tout ce qui est côté électronique nous amène à avoir à répondre beaucoup plus rapidement. À donner un suivi beaucoup plus rapidement aussi. Les gens s'attendent à avoir des réponses très rapides. Donc, ça, c'est quelque chose qui devient un peu aussi un embûche pour nous, parce que le fait qu'on doit tout le temps répondre rapidement à tout le monde, puis tout le monde s'attend à une réponse dans les quelques heures qui ont envoyé le message, fait qu'on ne peut pas se concentrer sur d'autres dossiers à fond. Fait que ça, c'est une difficulté des fois qu'on peut avoir pour les personnes qui travaillent au niveau du SFPQ. Puis les gens vivent la même chose dans leur ministère également. Là. Tous les gens qui sont ici là, sont dans un ministère, puis ils savent, ils donnent du service à la population. Puis la population s'attend à des services de plus en plus rapides, de plus en plus de qualité toujours, mais de plus en plus rapides. Puis les réponses, quand tu ne les reçois pas, bien, ils rappellent en dedans de 24 heures même pour avoir la réponse tout de suite. Puis on est surchargé de travail, on manque d'effectifs. Donc, c'est toutes des choses que les gens vivent. On vit la même chose au niveau du SFPQ. Puis on le sait. On a 42 000 membres. Vous l'avez peut-être fait hier soir dans votre questionnaire, mais on a 42 000 membres maintenant. Et les gens avec qui on traite, ce n'est pas les 42 000 membres. C'est les gens qui ont des difficultés avec leur employeur qui nous adressent des problématiques. Puis il faut, oui, qu'on réponde à ces gens-là, mais ces gens-là s'attendent à une réponse également qui est rapide, qui, des fois, ne peut pas être rapide, des fois, au niveau de la réponse, quand il faut aller auprès de l'employeur chercher de l'information, quand il faut redescendre l'information, et ainsi de suite, puis s'assurer que toute la chaîne obtient la même information. Est-ce qu'on pourrait dire que les attentes des membres sont plus élevées envers le syndicat? Les attentes des membres sont élevées, envers le syndicat pour deux raisons. Un peu, la première, parce qu'ils disent, je paye des cotisations syndicales, tu me donnes du service. Même principe que nos membres, qui disent, moi, je paye des impôts, je paye des taxes, j'ai droit du service. C'est le même principe. T'sais, on n'aime pas ça, que les citoyens nous disent ça, parce qu'on dit, je paye moi aussi des taxes, je paye moi aussi des impôts, puis je travaille. Je veux dire, c'est correct. Mais au niveau des membres, l'autre portion, c'est que ces gens-là vivent une difficulté présentement. Les gens en difficulté attendent tout le temps plus, je dirais, une réponse rapide pour essayer de sortir de la difficulté. Fait que ça, c'est le besoin, je dirais, plus pressant des gens qui nous interpellent. Parce que des fois, il y a des délais, là, malheureusement, dans ce qui est, par exemple, si je pense à un grief, il y a des délais à respecter, il y a des choses à sortir, là, des documents à fournir dans des délais prescrits par la loi qui ne sont pas modulables que le syndicat ne peut pas moduler comme il veut. Là. Ah non, les délais sont prévus par la convention collective, puis même après ça, à partir du moment où l'employeur ne voit pas les choses comme le syndiqué, à ce moment-là, c'est sûr que le différend va se poursuivre. La personne aimerait ça qu'on règle son grief en dedans de 6 mois. Ouais. Puis d'ailleurs, il y en a qui nous ont dit, pourquoi dans la convention, vous ne marquez pas un délai de dire, si le grief n'est pas réglé en dedans de 9 mois, mettons, vous me donnez raison. L'employeur, lui, de l'autre côté, ce qu'il va dire, parfait, si le grief n'est pas réglé au bout de 9 mois, le grief tombe. Ouais. On ne s'entendra jamais, puis ça serait trop facile pour le syndicat de dire, j'ai le grief, je le laisse traîner pendant 9 mois, je suis sûr de le gagner. Comme pour l'employeur, de dire, moi, si le grief tombe, je le laisse traîner. Fait que les parties essaient de se parler, mais
on ne réussit pas des fois à s'entendre parce qu'il y a un différent sur l'interprétation ou il y a un différent sur ce qui s'est passé. Puis à ce moment-là, il faut aller plus loin. Puis des fois, c'est les délais de grief. Là, c'est les arbitres, c'est les avocats quand ils sont disponibles. C'est toutes des situations de même. Quand on parle de grief, si je parle de classification, là, c'est une matière qui est non conventionnée, donc qui est à la merci un petit peu de l'employeur. Donc, s'il ne veut pas travailler un dossier de classification, même si la classification est désuète, même mon corps d'emploi qui est travaillé présentement avec la nouvelle convention collective, mais la description d'emploi datait de 86, 1986. Une de plusieurs d'entre elles n'était même pas née à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ce temps-là aussi, là, dans la façon de faire la job. Puis, pour ceux que ça intéresse, si jamais là, vous avez des questionnements sur les griefs, il y a un balado qui devrait sortir là, bientôt, où on a eu la chance de recevoir 2 conseillers du SFPQ qui expliquaient justement le processus du grief, puis toutes les différentes sphères. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous irez voir ça. Je vais juste prendre le temps de souligner que ce balado-ci se fait dans le cadre du réseau des jeunes. Ça se fait devant public. On les voit pas, mais ils sont là. Je voulais juste prendre le temps de le mentionner puisque c'est un balado qui est exceptionnel. Puis on est très content que tu puisses y participer. Bien, ça me fait plaisir. Exactement, merci Pierre-Luc. Puis justement, Christian, si on avait un conseil à donner aux membres, on parle là, justement en fait, des fois de rapidité au niveau des médias sociaux, au niveau qu'on s'attend à avoir des réponses rapidement. Si on avait un conseil à donner aux membres qui déposent un recours ou qui attendent des réponses du syndicat, qu'est-ce que ce serait? Ce serait quoi le meilleur comportement à adopter pour que tout se passe bien pour les deux parties? Je dirais que ce serait de bien documenter les choses. De ne pas essayer d'embellir les affaires non plus. Il n'y a pas pire affaire que quand j'étais au recours, là, quand j'étais le vice-président politique au niveau du service des recours, ou même quand j'étais délégué, il y a quelqu'un qui vient te voir avec un problème, une situation, peu importe que ce soit un recours ou une situation qui est difficile, puis qui ne te dit pas tout. J'aime mieux avoir quelqu'un qui me dise « Oui, j'ai gaffé, mettons, sur tel aspect, mais le boss est allé trop loin, mettons, de tel autre côté. » Plutôt que le gars « Non, j'ai rien fait. » Là, tu en vas voir le patron, tu vas voir le gestionnaire, puis tu lui dis « Ouais, mais t'as-tu dit telle affaire, telle affaire? » Là, tu as l'air fou en mots juste à ce moment-là. Quand j'arrive, j'avais toute l'information, je suis capable de m'asseoir devant le patron, puis là, de jaser avec lui, puis de dire, regarde, oui, il a peut-être été pas correct sur tel aspect, mais de l'autre côté, il y a eu un manquement également de votre côté sur tel autre aspect. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour trouver une solution? Parce que moi, ça n'a jamais été mon style de vouloir entrer dans un bureau en défonçant une porte avec un coup de pied. C'est de m'asseoir pour essayer de régler une situation. Puis, à l'avantage, autant de l'employé que je représente, que de l'employeur aussi, parce que tant que tu as un milieu de travail où perdure une difficulté, c'est un milieu de travail où se gangrènent les relations de travail. Donc, si on peut régler ça, on est capable de revenir à un milieu de travail qui est plus sain par la suite. Parce qu'on ne se cachera pas que ça amène toujours des frictions quand il y a des griefs, quand il y a des difficultés envers l'employé et l'employeur. Puis c'est là aussi le défi du syndicat de dire, bon, ben, on va s'asseoir, on va se parler, on va mettre les choses au clair, on va rétablir les faits. Des fois, il y a des perceptions de part et d'autre, soit du côté de la partie patronale puis du côté de la partie de l'employé. C'est pas toujours facile. Nos délégués ils essayent d'accompagner le mieux possible nos membres. Des fois aussi, ça se peut que ça ne soit pas un fit pour personnel, mais les gens, je pense qu'ils sont au fait qu'on veut toujours représenter le mieux nos membres dans les fonctions là, syndicales qu'on occupe. C'est très important de le rappeler, puis qu'on fait ça bénévolement aussi. Bien, c'est sûr. C'est pour ça qu'on prend le mandat, c'est pour aider nos collègues de travail. Donc, on est là justement bénévolement, comme tu le dis si bien, puis on est là justement pour les accompagner à travers ça. Moi, j'ai tout le temps l'anecdote où est-ce que je dis aux gens, le syndicat, ce n'est pas une chaise roulante électrique. On est une béquille. La personne, elle doit cheminer elle-même, puis on est là pour l'aider à cheminer. Si on fait tout pour elle, ça ne marchera pas. Mais si on l'aide à cheminer comme avec une béquille, ben c'est la personne qui avance, puis nous, on la supporte à travers son chemin. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent encore que le syndicat est là pour faire les choses à leur place? Ah oui, il y a beaucoup de gens qui pensent. Je pense que c'est un mythe. Les gens ont ça d'ancré. Est-ce que tu sais d'où ça pourrait provenir? Ou est-ce que historiquement, il y a quelque chose qui vient en tête? La phrase qu'on dit, c'est que le syndicat fasse. Oui. Mais tu sais, ça vient souvent du fait que, dans certains cas, le monde dit, ben moi, je paye des cotisations, vous avez un service à me donner, donnez-moi le service. Peu importe c'est quoi qui s'est passé, peu importe c'est quoi la situation. Pour d'autres personnes, il y a peut-être eu un peu de fait qu'ils se faisaient trop prendre en charge, mettons, par le niveau local, régional ou peu importe, puis qu'ils se faisaient accompagner un petit peu trop, je dirais, plus
plus englobant, mettons. Ouais. Pour le dire de même, là, où est-ce que les gens faisaient tout pour eux autres, comme délégués ou comme dirigeants. Puis à ce moment-là, les gens ne cheminaient pas. Je vais donner une petite anecdote également. Dans mon milieu de travail, à un moment donné, je fais une réunion, j'ai 125 personnes dans ma salle, puis là, le monde chiale tout sur la situation qui se passe dans le bureau. Puis je suis parfait, on va aller voir le boss maintenant. Fait que vous allez venir avec moi, puis là, je pars en avant. Puis là, je pensais que tout le monde me suivait en arrière. Quand je suis arrivé au bureau du boss, tout le monde avait pris les cubicules au fur et à mesure. Fait que je suis arrivé, puis j'ai gagné au bureau du boss, il y avait moi qui l'autre délégué à côté, puis il n'y avait personne en arrière. J'ai recalé notre réunion 2 semaines après. Puis là, je disais, la problématique, es-tu réglée? Non, elle n'est pas réglée. Ben, je dis, parfait, on va aller voir le boss, venez-vous-en. Maintenant, vous êtes tous marchés en avant de moi. Puis quand le premier va cogner à la porte, vous tasserez, puis là, j'irai devant le boss. Ben là, attends une minute, là, Christian, on peut s'en reparler, puis pas sûr que. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, le syndicat n'est pas là pour faire à votre place, il est là pour vous aider à cheminer, puis vous le faire également. Puis justement, tu parlais tantôt de transparence, d'honnêteté en termes d'attitude à adopter. Mais comment on est arrivé en termes de syndicat à avoir tous les services qu'on a? Tu sais, le SFPQ, on s'entend qu'on a beaucoup de services en termes santé-sécurité, en termes des assurances, les recours, la classification, etc. Comment qu'on est arrivé à avoir tous ces services-là? Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que ça s'est fait tout de suite? Comment ça s'est fait à cours de combat. À cours de combat, puis à cours de débat également aussi avec l'employeur pour l'obtenir. La convention collective que nous avons présentement, c'est 60 ans de négociations qui ont permis d'arriver là. Parfois, il y a eu des reculs, parfois, il y a eu des avancées, mais tout ce qui est là dans la convention collective, c'est toutes des choses qui sont plus loin que le Code du travail. Le Code du travail, c'est les syndicats qui l'ont amené à la base aussi. Parce que s'il n'y avait pas eu de convention collective, c'est le patron qui déciderait tout le temps. Le fait d'avoir des conventions collectives à la base dans certaines compagnies a amené les employeurs à limiter leurs droits de gestion, donc à donner des droits aux travailleurs également aussi. Par la suite, la société québécoise est venue dire, bien là, il faudrait mettre un minimum au niveau du Code du travail, au niveau des normes du travail, pas du Code, c'est les normes du travail, oui, j'aurais dû dire depuis le début, là, désolé, mais c'est les normes du travail qui sont venues mettre une base pour l'ensemble des gens qui sont non syndiqués également. Donc la Convention est toujours venue plus loin et les normes évoluent en fonction de ce que nous, on réussit à aller chercher dans nos conventions collectives. Les combats qu'on a, la convention qu'on a de 380 quelques pages, mettons pour les fonctionnaires ou les ouvriers et pour les autres parapublics qui ressemblent à ça aussi également, bien, c'est tout à force de combat que nos prédécesseurs ont fait, comme délégués syndicaux, comme dirigeants, comme vice-président. Le fait qu'on ait des services au niveau du SFPQ, d'avoir des libérations des gens qui sont payés par l'employeur pour venir travailler chez nous. On a 12 personnes présentement, on a déjà eu 16. Il y en a qui ont été cédés avec le Revenu Québec qui a été mis en agence en 2010. Ces gens-là qui sont payés par l'employeur pour venir défendre des griefs contre eux autres, bien, c'est des libérations qu'on a obtenues, nous autres. Oui. C'est des combats qu'on a faits pour avoir ce travail-là. Ça fait partie de l'évolution à travers le syndicat parce qu'on s'entend, là, je veux dire, le syndicat a évolué depuis les débuts du SFPQ à maintenant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Les contextes socio-économiques évoluent aussi. Les différentes contraintes aussi de manque de main-d'œuvre. Ça aussi, ça fait évoluer le milieu syndical. Puis on n'a pas le choix de s'adapter en tant que syndicat pour pouvoir aider nos membres à travers ces différents mandats-là. Puis c'est intéressant parce que, bon, ça reste que le syndicat, dans son ensemble, offre beaucoup de services, puis souvent, les gens ne les connaissent pas, ces services-là. C'est très important que les gens comprennent que le syndicat est là pour les accompagner, comme on disait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, c'est sûr qu'on veut aller plus loin encore dans l'offre de services qu'on donne au niveau des membres. C'est pour ça qu'on évolue aussi à travers ça. Là, depuis que je suis arrivé en 2005 à l'exécutif national, mettons à partir de 2008, on demandait d'avoir un formulaire de grief électronique. Revenu Québec l'a eu avant nous autres, avec la création de l'agence. Là, le gouvernement du Québec est en train de mettre le projet en place. Donc, là, on est rendu dans les derniers bouts, dans les derniers chemins, puis on devrait avoir un grief électronique bientôt. Là, on est rendu en 2024. Mais c'est quand même intéressant de voir tout le chemin qui a été fait depuis ben oui, mais je veux dire, ça a pris beaucoup de temps à l'employeur. Mais nous, on ne peut pas évoluer puis mettre nos griefs tout électroniques si l'employeur les fournit encore papier. Donc là, on est en train de faire les modules de notre côté maintenant pour arriver en même temps que l'employeur. Bien, on dit, oui, mais arriver en 2024 comme syndicat, oui, mais tant que je n'ai pas un employeur qui est à la même place que moi, ça ne me sert à rien d'évoluer à ce moment-là. Je vais juste être trop en avance. Puis quand lui va arriver à la même place, je ne serai peut-être même plus phasé correctement avec lui à ce moment-là. Il faut des fois bouger vite, oui, mais des fois, il faut bouger à la même vitesse que la personne en face de nous autres qui est l'employeur.
Puis si on avait à dire, parce que le SFPQ, c'est pas juste des fonctionnaires et des ouvriers, là, il y a d'autres accréditations. Est-ce qu'il y a des plus petites accréditations que les gens ne connaissent pas nécessairement? Par exemple... ben oui, on a beaucoup de petites accréditations. Est-ce qu'on en a qu'on peut nommer que les gens souvent ne soupçonneraient pas qu'ils font partie du SFPQ? Ben oui, on a Mont-Château. Mont-Château, c'est la restauration du Mont-Sainte-Anne. Pour ceux qui l'ignorent, le Mont-Sainte-Anne, la montagne du Mont-Sainte-Anne appartient au gouvernement du Québec. Les stations de ski du Mont-Sainte-Anne appartenaient avant au gouvernement du Québec. Les gens étaient syndiqués SFPQ. À un moment donné, ils ont cédé la montagne. Donc, la montagne, elle est en sous-traitance, je dirais, puis la station de ski est en sous-traitance par un groupe privé. Et les gens sont partis à un moment donné du SFPQ pour aller vers un autre syndicat. Par contre, la restauration, elle est restée avec nous. C'est une douzaine, environ 12-16 personnes qui travaillent à la restauration du Mont-Sainte-Anne, qui sont syndiqués SFPQ. On a le Musée de la civilisation dans la région de Québec. On a Recycle Québec, qui est surtout situé à Montréal, mais qui est à Québec également aussi. On a des MRC, qui ne sont pas nécessairement dans le gouvernement du Québec, mais qu'on a syndiqué. On a MRC Pontiac, qui est situé au fond de l'Outaouais. Après ça, on a la MRC Pierre de Sorel. Après ça, on a Matawini également. On a différents groupes comme ça. On a des gens même, centre communautaire juridique, de la Basse-Côte-Nord, de l'Abitibi, je veux dire, on avait la Basse-Côte-Nord, on avait on avait la Nodière, puis on avait Montréal avant. On avait 4 centres communautaires juridiques qui étaient des syndicats en soi et qui, après ça, sont repartis vers d'autres parce qu'il y avait une entente de service avec nous. Mais celui de l'Abitibi est resté au SFPQ et ils ont préféré devenir membres du SFPQ. Donc, ils ont préféré intégrer le membership plutôt que de rester un syndicat indépendant avec leur propre fonctionnement. Fait qu'ils ont intégré le SFPQ. Fait qu'on voit qu'on a des bons services quand ces gens-là, justement, trouvent un intérêt à s'en venir chez nous maintenant. Puis plus récemment, je crois qu'il y a l'aéroport Montréal-Trudeau, les agents de service à la clientèle là, qui sont en processus où c'est... Je sais pas si c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé depuis quelques jours ou une semaine environ, où est-ce que les gens de l'aéroport de Montréal, qui étaient au service à la clientèle, qui étaient sous l'égide, ou que l'employeur, c'est la firme Garda. Garda a beaucoup de tentacules maintenant au Québec, qui à travers le ministère des Transports, entre autres, à travers même les aéroports et ainsi de suite. Signalisation et tout ça. C'est ça. Et ces gens-là, qui sont entre 150 et 200 personnes, qui offrent le service à la clientèle, n'étaient pas syndiqués, vivaient des problématiques dans le milieu de travail, ont approché différents syndicats. Puis à l'aéroport de Montréal, il y a d'autres syndicats qui sont présents, des syndicats qui sont plus au niveau fédéral, donc qui sont à la grandeur du Canada. Et ces gens-là ont préféré venir nous voir, nous autres. Ils ont trouvé un intérêt où est-ce qu'on pouvait bien les représenter. Et après discussion, on a fait signer des cartes de membres. La majorité ont signé cartes de membres et maintenant, on se retrouve avec ces gens-là syndiqués sous charte fédérale. C'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui ne penseraient pas qu'on aurait des membres dans ces milieux de travail-là. Souvent, les gens sont surpris de la diversité des membres du SFPQ, là, tout à fait. Puis des milieux de travail qu'on représente. Puis là, on a parlé de plus d'emplois de bureau ou emplois de terrain, mais on peut parler de la CEPAC également aussi, tous les musées qu'on a également de notre côté. On a des gens un peu partout à travers l'appareil public. Souvent, c'était des groupes avant ça qui étaient dans la fonction publique, qui étaient des ouvriers, des fonctionnaires, et qui ont été cédés avec le temps, qu'on a fait des agences, qu'on a fait des entités différentes du gouvernement avec leur propre fonctionnement interne. L'ITHQ dans la région de Montréal est un des derniers, avec l'ITAC également, l'Institut de technologie agricole du Québec, qui a un campus à Saint-Hyacinthe et un autre à la Pocatière, étaient avant ça des fonctionnaires, des ouvriers, puis maintenant sont rendus avec leur propre convention collective ou négocient leur propre convention collective maintenant. Donc, c'est tous des groupes qu'on morcelle de la fonction publique. Comment on fait en tant que syndicat quand on représente autant de groupes, autant d'accréditations pour justement être performant puis continuer de bien les accompagner? Je pense que c'est une force du SFPQ qui est reconnue à travers la province. C'est quoi le secret? Bien, il y a deux situations là-dedans. Si je prends au niveau de la négociation, il faut développer un service de la négociation. Au départ, quand on a deux conventions à négocier, fonctionnaire ouvrier, c'est facile. Là, on est rendu avec 40 conventions collectives à négocier. Donc, on a besoin d'un service de la négociation. On a des conseillers, conseillères qui sont là à temps plein, qui vont travailler autant les relations de travail dans ces groupes-là parapublics que les conventions collectives qu'on a négociées. Donc, ça, c'est une façon de développer ce côté-là. L'autre partie, où est-ce qu'on développe, c'est au niveau des recours. Mais les recours, vu que les conventions sont similaires, souvent, ça va être facile d'avoir des affinités dans les différentes conventions collectives parce que la base, c'est celle des fonctionnaires, celle des ouvriers. La difficulté vient que tu as différents intervenants. Au lieu d'avoir juste un intervenant à travers tes ministères, bien là, tu en as plusieurs parce que tu en as un chez l'employeur A, tu en as un chez l'employeur B, tu en as un chez l'employeur C, puis après ça, tu peux en avoir même selon les différentes régions également parce qu'on a des interventions qui se font régionalement.
Donc, on a les gens au SFPQ au niveau national, les conseillers au recours qui ont les griefs qui y travaillent, mais dans chacune des régions, j'ai des représentants régionaux politiques, des représentants régionaux techniques. Les techniques vont travailler avec des gens des ressources humaines qui parfois sont régionales également. Si je prends le ministère des Transports, entre autres, ils ont des ressources régionales au niveau des ressources humaines. Il y en a d'autres, c'est juste au niveau central. Donc, il y a un bureau à Québec ou à Montréal et c'est là qu'on répond. Donc, on a des représentants sur le terrain, dans les régions, dans nos 7 régions, qui vont amener à ce moment-là un cheminement de dossiers pour leurs différentes accréditations parce qu'elles ont des accréditations qui sont différentes d'une région à l'autre. Il y a, mettons, la CEPAC. Il y a des réserves phoniques, mais pas dans toutes les régions du Québec. Après ça, Investissement Québec, il l'a dans toutes les régions, à différents niveaux, mais c'est quelques employés dans chaque région, alors que le bureau central est plus à Montréal et Québec à ce niveau-là. Mais on a d'autres groupes, comme ITAC, que je disais tantôt, c'est juste la région 6 puis la région 2 qui ont ces gens-là. Donc, les autres régions n'ont pas d'affinité avec ces groupes-là, n'ont pas à intervenir dans ces groupes-là. Manon Montmorency, dans la région de Québec, directement, comme accréditation unique CEPAC. Il y en a plein comme ça qui sont dans chacune des régions. C'est très intéressant. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Puis, est-ce que tu es là depuis très longtemps au CFPQ, ça fait plusieurs mandats que tu occupes comme président. Est-ce qu'il y a un moment que tu dis, bon, mais ce moment-là, j'ai senti vraiment que j'ai fait une différence dans la fonction publique, dans mon mandat de président, un moment charnière auquel tu peux penser, où tu étais fier de dire, bon, mais ça, c'est mon syndicat qui a apporté ça, puis ça a amené des changements dans la fonction publique, ou peut-être une négociation qui était marquante, ou quelque chose qui a vraiment marqué les différents mandats que tu as occupés? Il y a différents moments, puis pour différentes raisons. D'abord, c'est un podcast qui est live, comme on dit. Un balado. Un balado. Un balado. Un balado, en français, bien sûr. Le balado, puis on n'a pas échangé sur les questions parce que je me suis emmené ici avec un plan de match complètement différent. Donc, on en reparlera plus tard un petit peu. Mais des moments, il y en a à différents niveaux. Quand j'étais vice-président au niveau du service des recours, il y a des choses que j'ai faites. J'ai accompagné une personne qui avait été congédiée, un lanceur d'alerte, et j'ai réussi à transformer la situation. Et même après, j'ai fait d'autres interventions pour avoir une compensation pour tout ce qu'il avait subi, qui a fait que la personne, aujourd'hui, est rendue à la retraite, toute, là, mais elle ne s'entendait jamais à avoir un si grand retour par rapport à sa contestation. Même principe également que pour les gens autour qui disaient « Christian, tu ne réussiras jamais à gagner quelque chose dans un dossier de même. » Et j'étais plus loin que tout le monde qui pouvait penser qu'on irait chercher quelque chose. Ils m'ont dit « Tu vas avoir un minimum », mais j'ai vraiment été topé. Ça, c'est au niveau individuel, je dirais. Ce que j'ai eu au niveau de la négociation, j'ai eu des gains de la négociation de 2010 qu'on a faite en front commun, où est-ce qu'on n'a même pas eu besoin de faire la grève, où est-ce que la convention a été renouvelée. La convention a une échéance au 31 mars 2010, puis on signe au mois de juin 2010 la nouvelle convention collective, avec aucune perte dans la convention collective, suivant la mobilisation de 75 000 personnes du front commun en train de marcher à Montréal. On montait en autobus de toutes les régions du Québec pour aller marcher. Quand j'ai commencé la marche, puis je n'étais pas le président à l'époque, j'étais juste vice-président, donc j'étais dans l'autobus, c'est Lucie Martineau qui était à l'époque à l'avant avec les autres présidents. Lucie a fait son discours avec toutes les présidences à la scène. On n'a même pas commencé à marcher, nous autres, d'où l'autobus était. Puis quand on a commencé à marcher, il y a du monde qui revenait en disant « c'est fini, vous pouvez revirer vos autobus ». Tellement que le centre-ville de Montréal était coincé, puis le monde n'était jamais à travers la marche. Là. On n'a même pas eu le temps de marcher 3 coins de rue qu'on a reviré de bord pour aller prendre l'autobus puis revenir à Québec. Mais ça ne me dérangeait pas parce que le lundi matin, ça c'était le samedi, puis le lundi matin, les chefs syndicaux étaient convoqués par le bureau du premier ministre. Mais ça, c'est un travail collectif. Ce n'est pas moi individuellement qui a fait un gain là-dessus. Où est-ce que j'ai fait des gains, par contre, dans certaines interventions médiatiques? Puis là encore, je ne suis pas tout seul là-dedans. J'ai un agent de communication, d'ailleurs, qui est dans l'air de la caméra présentement, qui est Éric Lévesque. On le sait. Oui. J'avais des conseillers politiques à mon bureau. J'ai eu Julien Godreau, j'ai eu Gabriel Arruda. Maintenant, c'est Pierre-Alexandre Caron qui est là. Ces gens-là me supportent à travers les interventions médiatiques que je fais, mais j'ai fait des interventions qui ont passé même comme première nouvelle dans un bulletin de nouvelles, qui a fait après ça que les choses ont changé. Mais ça, il y a de quoi être fier comme organisation, oui. comme équipe, parce que, bon, il y a des conseillers, il y a des gens aux communications, il y a des gens qui vont être conseillers à la présidence. Les gens, souvent, ne pensent pas toute l'équipe qu'il y a derrière les intervenants, que ce soit politique, que ce soit technique dans l'organisation. Effectivement. Puis je très dirais surprenant. qu'au niveau du SFPQ, c'est un syndicat de 42 000 personnes, de 42 000 membres. Puis certaines années, puis même la plupart des années, des fois, on a plus d'interventions médiatiques que la CSN peut en avoir.
puis que les grandes centrales syndicales en ont. Donc, c'est intéressant de ce côté-là, parce qu'on est souvent dans l'actualité, parce que c'est des décisions qui sont gouvernementales. Les autres ont peut-être ils ont beaucoup de gens dans le privé aussi, des fois qui ont moins d'interventions à faire, mais nous autres, au niveau gouvernemental, on est souvent interpellés et c'est un peu comme la saucisse à grade. Plus tu en manges, plus elle est bonne, plus tu en manges. Là. Oui. Donc, plus les gens te voient à la télévision, plus ils ont tendance à t'appeler. Donc, il y a même beaucoup de journalistes qui nous appellent des fois, mais c'est des sujets qui concernent, mettons, les professionnels, les ingénieurs, les agents correctionnels, puis ils pensent qu'on représente tous les employés du gouvernement du Québec. Donc là, on les redirige vers les bons syndicats, mais souvent, on est la première porte d'entrée pour les médias. Puis on entend l'élan de mobilisation, en fait, qui fait toute la différence. Quand on est capable de mobiliser nos gens, qu'on est capable de sortir dans les rues, qu'on est capable de démontrer au gouvernement qu'on se tient, qu'on a une seule et même voix. Tu sais, quand on parlait tantôt, tu disais un petit peu, je paye une cotisation, j'ai droit au service. Mais en fait, il faut passer de l'individuel au collectif. Je paye une cotisation en solidarité avec tous les autres membres qui payent des cotisations pour justement permettre ça, pour créer ces services, pour créer cet accompagnement qu'on va offrir aux membres. Puis là, on est au réseau des jeunes, on est au Comité national des jeunes. Moi, j'ai une question par rapport aux jeunes, justement. C'est quoi dans ton historique, parce qu'on sait que tu as énormément contribué au Comité national des jeunes, dans ton historique de vie syndicale, le plus gros pic de mobilisation que tu as constaté chez les jeunes? Puis est-ce qu'actuellement, ça ressemble encore à ça? Ou est-ce qu'on a du travail encore à faire pour revenir à ce niveau-là? Je vais vous décevoir un petit peu, mais ça a leur baissé. Ouais. Quand je regarde les gens qui participent présentement, ça a baissé au niveau de la contribution au niveau des jeunes. Je dirais aux alentours des années 2010. Ça a été là qu'on a eu la plus grosse participation, je dirais. Là, une fois que j'ai eu quitté, c'est parce que ça regarde mal quand je dis ça. C'est des liens à faire. Une fois que je suis parti, que ça a marché après ça. Mais tu sais, le Comité des jeunes a commencé en 2000. Donc, on a commencé avec le sommet de la jeunesse qu'il y avait au Québec. C'est là que le Comité des jeunes a été mis en place à partir du congrès 99. Le premier Comité des jeunes a été nommé janvier 2000. J'étais arrivé en mars 2000 à ce moment-là. On a monté le Comité des jeunes. J'allais jusqu'en 2005 quand j'ai été élu. Après ça, j'étais vice-président. On a continué à monter. On a créé des alliances avec d'autres syndicats indépendants où est-ce qu'on participait à des rencontres communes, où est-ce qu'on invitait les comités des jeunes d'ailleurs à venir chez nous. On était invités à l'ailleurs également aussi. Donc, il y a eu ce crescendo-là qui s'est fait jusqu'environ les années 2010, où on avait un gros taux de participation. La difficulté avec le Comité des jeunes, mettons, si je prends contrairement, mettons, au Comité des femmes. Quand tu es femme, tu es femme toute ta vie. Donc, tu peux rester délégué, tu peux rester responsable de la condition féminine. Les jeunes, tu peux pas, une fois que tu as passé 35 ans, tu ne peux plus être représentant jeune. Donc, ça prend une relève, c'est toujours un roulement. Ça, c'est une première difficulté qu'on a, c'est d'aller chercher la relève. Accompagné de ça, la difficulté qu'on a aussi, c'est d'avoir des gens qui veulent être libérés, parce que de plus en plus dans les milieux de travail, on est coincé. On manque de personnel, vous l'avez dit tantôt, donc on a plus de travail. On a la famille qui se développe également aussi souvent en jeune âge, donc ça fait des gens qui sont moins disponibles. On a de plus en plus même des délégués, des dirigeants qui refusent des libérations syndicales parce qu'ils disent « je ne peux pas laisser mes collègues de travail dans le jus si je pars pendant 2 jours à une instance syndicale ». Ça, on le découvre de plus en plus depuis une dizaine d'années. Ça fait que ça amène un déficit de participation et un déficit de mobilisation. Des situations familiales aussi, où il y a des séparations, où il y a des pères, des mères monoparentales là, qui se ramassent à faire plus que l'heure possible là, pour pouvoir conjuguer la vie personnelle, la vie syndicale. Puis, et les études. Parce que maintenant, il y a des gens qui veulent retourner aux études, parce qu'avec le projet de loi 60, avec la réglementation qui a suivi ça, maintenant, ça prend un diplôme pour monter, pour avoir une promotion dans certains domaines, dans certains postes. Donc, il y a plusieurs qui veulent reprendre des études. Mais là, conjuguer travail, vie personnelle ou familiale et études en plus, là, il y a quelque chose qui manque là-dedans, puis le syndicat n'embarque pas à travers ça. Là, fait que c'est pour ça que oui, des fois, on trouve de la difficulté à trouver des jeunes pour s'impliquer. Est-ce qu'il y avait des anecdotes que tu voulais nous partager, là, qui étaient peut-être sur la liste des sujets là, que tu voulais aborder avec nous? Ben oui. Je pensais que le balado allait être juste là-dessus. Je n'avais pour 2 pages. On regardait le meilleur pour la fin. Mais là, pour la fin, oui. Et là, il me reste pour combien de temps à peu près? Je pourrais pas te dire. On est censé avoir un collègue qui nous fait un signe au bout de 45 minutes. OK, fait qu'on ne regardera pas par là-bas pour le collègue. Bon, ben c'est beau. Je peux commencer même quand j'ai été embauché. Ça a commencé dès mon embauche, dès mon entrevue d'embauche. Pour ceux qui ne le savent pas, mon père a été dans le syndicat pendant 20 ans, de 77 à 97. Puis, à l'époque, les élections, les congrès, c'était tous les 2 ans.
Fait que mon père avait été battu, à un moment donné, en 81. Il s'est représenté en 83 et il a battu quelqu'un pour reprendre son poste à ce moment-là, ou un des postes qu'il avait comme vice-président. Quand il était battu, c'était par Danielle Maud-Gosselin, qui est devenue présidente générale par la suite. Première femme présidente générale. Mais quand je suis arrivé au ministère, Emploi et Solidarité sociale, la personne qui m'a passé l'entrevue, j'avais deux personnes. J'avais M. Brown puis G. Nadeau. Quand j'ai dit ça à mon père, parce qu'il connaissait encore le monde un petit peu, même s'il venait de prendre sa retraite, il dit « Ouf! » Il dit « G. Nadeau, c'est Georges Nadeau, ça. » Je dis, c'est qui, Georges Nadeau? Mais c'est lui que j'ai battu au Congrès en 83, puis j'ai fait perdre son poste. Je dis, oh, OK. Fait que, il dit, tu vas faire quoi s'il te pose la question? Je dis, j'ai pas honte de toi, papa. Je dis, moi le dire que je suis ton gars. Fait que j'ai passé l'entrevue, aucune mention. On travaille ensemble. Georges Nadeau était chef d'équipe dans le temps. Michelle Brown, c'était une chef d'équipe également aussi. On arrive au party de Noël, puis là, je dis, il faut que je dise à un moment donné, je suis qui au juste. Puis Georges était un gars qui sacrait à tous les trois mots. Pas parce qu'il était de mauvaise humeur, mais c'était dans son parler. C'est dans la façon de s'exprimer. Dans sa façon de s'exprimer. C'était de la ponctuation pour lui. Oui, c'est ça, exactement. C'est autre chose. Fait que, puis, c'est des exclamations aussi pour lui, et ainsi de suite. Okay. Puis, je ne sais pas si on peut sacrer dans un balado, mais c'est pas suggéré. Okay, c'est pas suggéré, c'est pas encouragé. C'est correct. Disons bon, c'est bon, on va faire attention. Fait que quand j'arrive au party de Noël, de la même année, en 98, j'ai attendu qu'il prenne une bière ou deux. Puis là, je m'en vais le voir. Puis là, j'ai dit, Georges, hey, je me suis réalisé qu'on avait quelqu'un en commun qu'on connaissait. Regarde, il dit, de qui tu parles? Je pense à mon nom, d'Aigle. Ah, ben, il dit, de table, de qui? Pas le gars à Clément. J'ai dit oui, le gars à Clément. Ah, ben, il dit, puis il recommence encore. Là, il dit. Il a nommé tout le chapelet au complet. Là. Le chapelet au complet, il est passé. Il dit, je suis content de te rencontrer. Puis tout ça. En mai suivant, c'était les élections au niveau local de la section 114. C'est lui qui m'a présenté comme secrétaire de la section syndicale, parce que c'était Serge Roy, l'ancien président, qui était là avec André Godbout, qui était vice-président au niveau régional. Puis il dit, hey, j'ai un candidat pour vous. Il dit, un petit jeune qui va aller loin. Fait qu'il m'a présenté là. Puis quand il a nommé le nom, Serge me connaissait déjà aussi. Fait que là, il dit, OK, c'est intéressant. Fait que là, j'ai été élu comme secrétaire. Puis c'est Georges Nadeau qui m'a présenté. Puis même à sa retraite, quand il a pris sa retraite, puis là, il est décédé aujourd'hui, malheureusement. Puis quand il a pris sa retraite, c'est moi qui ai fait son discours à sa retraite. Il avait invité aucun boss, mais il avait invité Christian Daigle, vice-président du syndicat, à parler pour lui. Fait que tu es la preuve vivante que la relève syndicale passe par les jeunes. Tout à fait. Tout à fait. À ce niveau-là, ça, c'est sûr et certain. Une chose que j'ai appris de mon père aussi, c'est de toujours faire attention quand on se présente à quelque part. Une autre anecdote que je peux raconter, comité des jeunes à l'époque. J'étais au comité des jeunes, on faisait une tournée des régions. À l'époque, on avait la région 3, la Montérégie, qui était une région en soi. On avait 8 régions, maintenant qui étaient fusionnées avec la région 2. On avait une réunion dans la région 3 qui se finissait, qui était à Longueuil, puis qui se finissait à 4h30. Et j'avais après ça la région 2, qui était au centre Saint-Pierre, et la rencontre se commençait à 5h. Le centre Saint-Pierre qui est à Montréal. Qui est à Montréal. Donc, il faut que tu passes le pont Jacques-Cartier entre les deux. Ouais. Il y a du trafic aujourd'hui, il y avait du trafic dans le temps aussi. À partir de 4h30 de Longueuil, puis on était plus proche de la 30 que du pont. Là. On n'était pas proche du boulevard Tachereau, mettons, on était plus proche de la 30. Oh, oui. Il fallait se rendre au centre Saint-Pierre. J'avais appelé Michel Sayer à l'époque, qui était président régional, pour lui dire Michel, j'arriverai pas là pour 5 heures. Oh, il dit, fais-toi-en pas, Christian. Il dit, quand on libère tout le temps pour 5 heures pour le milieu de travail, ça commence jamais avant 6 heures. Je dis, oui, mais Michel, c'est des jeunes, ils sont dans leur première rencontre, ils ne le sauront pas. Il dit, ça va être organisé, il n'y a pas de problème. J'arrive là, puis je roulais ses chapeaux de roue un petit peu quand je suis arrivé là, à 5h15, 5h30 à peu près. Là, j'ai 30 jeunes dans la salle qui ont tout l'air en maudit, pour utiliser un mot qu'on peut dire en balado. Puis, il y a une salle qui est en U, puis il y a 2 places au bout qui sont disponibles. Normalement, on devait être 2. Il y avait Sylvie Boivin qui était avec moi, qui était supposée déjà arriver. Elle m'appelle le matin pour me dire « Christian, je suis malade. » Elle dit « Je ne suis pas capable de sortir du lit. » Elle dit « Tu vas faire les 2 rencontres seule. » Parce que sinon, je l'aurais envoyé elle d'avance, puis j'aurais dit « Moi, je vais te rejoindre. » Tout à fait. Mais là, j'arrive là. Quand j'arrive, puis je vois dans la salle, puis je vois tout le monde qui sont de mauvaise humeur, je n'ai même pas soupé, je n'ai pas rien fait, je ne me suis pas pris une bouchée, rien. Je m'en vais m'asseoir, puis je passe au bout les 2 places, puis je continue. Puis il y avait une place disponible vers le bas. Là, je dépose mes affaires, puis je dis, là, j'ai dit, ça commence tout de suite. Puis là, il y en a un qui se lève, il dit, hey, il dit, Christian Boivin et Sylvie Daigle, ils sont même pas arrivés, là. Puis il dit, eux autres, puis nous autres, ça fait déjà 20 minutes qu'on attend. Et je réponds, ben Christian Daigle, d'abord, c'est moi. Là, j'ai dit, à 4h30, j'étais à 30 à côté du centre de la Sûreté du Québec, puis je viens d'arriver ici. Vous pouvez comprendre à quelle vitesse que j'ai roulé, parce que j'avais averti Michel Sayer, qui n'est pas encore arrivé, qu'on ne commencera pas à temps parce que je suis en retard, c'est sûr et certain. Là, ça a comme fait, oh, on ne savait pas. Fait que là, ça ne me dérange pas, on peut commencer tout de suite. Moi, je n'ai pas mangé une bouchée, rien. Je vais être d'aplomb pour le reste de la soirée. OK. Fait que ça a commencé raide. Et là, tu sais, ça a mis le ton. Ouais.
Puis Michel Sayer est arrivé à 6h moins 5, à peu près 6h moins 10. Puis je dis, voici Michel Sayer. Fait que là, les regards se sont dirigés vers lui à ce moment-là. Mais ça, quand je dis j'avais appris ça de mon père, c'est parce qu'à un moment donné, il savait qu'il y avait une assemblée syndicale des ouvriers dans une région, puis que ça allait brasser. Puis l'assemblée, dans la salle où c'était la salle de Chevalier de Colomb, il y avait le bar qui était à côté. Fait qu'il est arrivé de toute bonne heure, puis il est allé au bar. Puis il a entendu 2 gars parler du transport. Fait qu'il est allé avec sa côté au bar, puis il s'est mis à jaser avec eux autres. Ouais, il dit, à soir, il dit, ça va brasser. Il dit, à la maudite assemblée, là, il dit, il y a un gars du National qui descend. Il dit, on le connaît pas trop, là, mais il dit, il va nous entendre parler. Il dit, ouais. Il dit, ben, moi, je suis là pour le transport, moi, ici. Fait qu'il dit, c'est quoi qui se passe? Fait que les gars commencent à tout déblatérer, tout ça. Fait qu'à un moment donné, mon père, il avait sa bière dans les mains. Il dit, ben, il dit, on va à la réunion. Ben, il dit, le gars n'est pas encore arrivé. Non, il dit, c'est moi, le gars. Fait qu'il dit, venez-vous-en, on va aller se jaser maintenant. Fait qu'il est rentré dans la salle, puis il savait toutes les problématiques que les gars voulaient y adresser. Puis les 2 gars en particulier sont assis en arrière, ils n'ont pas dit un mot de la rencontre. C'est la preuve qu'on ne sait jamais qui on peut avoir devant nous. Oui, exactement. C'est important. Oui. Exactement. C'est quand même une belle anecdote. Congrès de 2005, où est-ce que j'étais élu pour la première fois. Moi, j'arrive du niveau local. J'ai été élu, je n'ai pas passé par le régional, mais j'étais au Comité national des jeunes. J'étais formateur régional. Dans le temps, ce n'était pas les régionaux qui formaient, c'était les délégués, des dirigeants locaux. 2 semaines après mon élection, le 5100 des Gradins, qui est ici pas trop loin, c'était nos bureaux. Je me ramasse après au Maxi pour les faire une coupe de commission. Puis, j'arrive d'un chip. Il fallait acheter un chip. Puis les gros chips étaient en spécial cette semaine-là. Fait que je prends un gros chip. Puis le monsieur à côté de moi, il prend le même sac de chips, mais le plus petit. J'ai dit, je m'excuse. J'ai dit, je ne veux pas m'immiscer dans vos affaires, mais j'ai dit, le gros sac cette semaine est moins cher que le petit sac. Fait que j'ai dit, c'est pour vous le dire. Fait que là, il dit, il remet le petit sac là, il se prend 2 gros sacs, puis sa femme, elle arrive à côté. Fait qu'il dit, il dit, les gros sacs sont moins chers cette semaine, c'est en spécial. Monsieur vient de nous le dire. Si M. Daigle l'a dit, il a dit, on va le croire. Là, il regarde sa femme, puis là, il me regarde. Je pense qu'elle vous connaît. Je dis, oui, je pense qu'elle me connaît. Fait que là, j'ai dit, par contre, je viens de faire un congrès, j'imagine qu'elle est déléguée là. Elle dit, oui, elle dit, j'étais au congrès, je vous ai vu, elle dit, j'ai voté pour vous aussi. Bon, ben, j'ai dit, merci beaucoup. Je dis, quelle section? Elle a dit 127. 127, c'est Éducation à Québec. C'était Christine qui était là à l'époque. Fait que, tu sais, j'ai pu faire le lien. Je la connaissais pas personnellement, là. Ouais. Mais quand tu dis que tu as tout le temps quelqu'un qui te connaît quelque part, là, c'est sûr et certain, là. Des fois, c'est surprenant. Je vais faire un petit parallèle. Je suis allé dans un point de service avec ma conjointe pour poser une question. Puis la personne a dit hey, oui, je pense que c'est toi que j'ai vu sur les photos de mobilisation là, pour la négociation ouvrière. Là. Vous étiez allé, vous avez fait une caravane. J'étais vraiment très surprise de voir à quel point les gens souvent associent nos visages aux différentes actions qu'on fait. Ben oui. Mais les membres, même qu'on représente, là, on a fait une manifestation, pas pour cette négocie, la précédente, à Drummondville. On est allé voir le congrès de la CAQ à ce moment-là, puis on a fait une grande marche. Puis on avait commencé, Marie Rousseau avait commencé les infos négo. On avait les infos COVID dans le temps que je faisais avec Julien Godreau, puis qui était mis en scène là, par Éric Lévesque, justement au niveau des communications. Mais Julien, mon conseiller politique, était lui qui faisait l'intervenant pour les infos COVID et pour les infos négo. Quand on a fait la marche, vers la fin de la marche, moi, je me suis mis à la fin sur le bord pour voir les gens puis saluer les gens quand ils passaient. Les gens, il y a plus de gens qui sont venus voir Julien Godreau, mon conseiller politique. Ils ont dit, c'est vous le monsieur de l'info négo, là, merci beaucoup, c'est bien le fun. Moi, je suis le président général, j'étais à côté, tout le monde ne me saluait pas pantoute. Ils étaient tous voir le monsieur de la télé, le monsieur de l'info négo. Ils ont souvent l'impression, peut-être que la proximité, ils sont plus proches de ces gens-là parce qu'ils les voient. Ils ne me reconnaissaient pas parce qu'ils voyaient Maryse. Ouais, Maryse, encore aujourd'hui, Maryse Rousseau se fait interpeller. Ouais. À l'épicerie, se fait interpeller dans un commerce parce que c'était la madame de l'info négo quand les gens étaient à l'emploi à ce moment-là. Fait que, tu sais, les gens nous voient à la télévision, puis il faut toujours faire attention là-dessus. Ça, c'est sûr. Le pouvoir des communications. On se souvient de la tour du fameux « Bonjour, Julien ». Oui, exactement. Exactement. Et ça, c'est-tu quelque chose qu'on peut dire, Christian, justement, une force de notre syndicat, c'est d'être humain puis d'avoir de la proximité avec les membres aussi. Tu parlais des différents paliers. Puis ça a-tu toujours été comme ça, en fait, les paliers au niveau du syndicat? Ça a toujours été ça. Ça a été une des forces du syndicat, toujours être proche des membres. Puis encore aujourd'hui, je veux rester proche des gens. On a eu dans la région de Montréal, c'est l'Institut de recherche, c'est pas l'Institut de recherche, mais en tout cas, c'était le laboratoire, je pense, scientifique qui était à Saint-Hyacinthe, qui est là. J'ai été faire une visite. À un moment donné, c'est Steve Ouellette, le représentant régional, s'en va là. Il se fait donner un peu de trouble par les gens qui sont là en disant ouais, ça brasse, puis il y a telle affaire, qui n'ont pas de bonne humeur. Ben, on aimerait ça parler avec quelqu'un du syndicat. Ben, si je vous amène le président général, il ne viendra pas ici. Fait que là, Steve m'appelle, il dit Christian, il dit oui, ben, pas dans la prochaine semaine, là, mais on a regardé, puis les délais, les vacances, il dit garde, on s'en va à telle date voir les gens. On a eu une rencontre avec une quinzaine d'employés, et on dit c'est la première fois qu'on voit quelqu'un du national. J'ai dit n'importe quand. Puis ça, là, je le dis pour tous les gens qui sont dans la salle également, n'importe quand vous voulez quelqu'un du national, vous nous demandez, on prévoit une couple de dates pour nous faire plaisir. Tantôt, on parlait de mobilisation, Robin. Oui. C'est le même qu'on peut faire de la mobilisation, d'aller sur le terrain.
Moi, j'aime ça aller voir les gens, parler. Je suis quelqu'un qui, à la base, j'ai un agenda économique. Je viens du MES, j'ai le même job. Je ne suis pas parachuté de quelque part à l'externe, là. On est tous des délégués à la base même, puis j'ai gravi des échelons. Ça me fait plaisir de retourner voir les gens et de parler avec eux autres. Si vous voulez un gars qui parle d'assurance, vous allez demander à Patrick Audy, vous allez demander après ça pour la classification Éric Dumoulin, vous allez demander pour la négociation Karine à ce moment-là. C'est notre rôle d'aller vous voir pour te jaser, puis ça va faire de la mobilisation. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que les gens du national, les gens du syndicat sont accessibles. Ben oui. Vous avez des gens qui sont dans vos milieux, vous avez votre structure locale, vous avez votre structure régionale qui vous supporte, puis la structure nationale. Oui. C'est important de se le rappeler. Puis je pense que ça fait notre agilité en étant un syndicat qui est indépendant. Ça vient nous aider justement à se rapprocher des membres. Puis ça nous amène une espèce d'agilité syndicale, je pense, à ce niveau-là. Cette proximité-là nous amène d'avoir de l'information beaucoup plus précise puis beaucoup plus rapidement également de notre structure puis de notre base également. Quand on veut dénoncer des choses, ça part des membres qu'on représente. Pensez pas qu'on connaît tout ce qui se passe partout. Souvent, les gens nous disent « je ne l'envoie pas au national ou je ne l'envoie pas au régional, ils doivent être au courant. » Non. Prenez pas pour acquis qu'on est au courant. Vous nous l'envoyez pareil. Au pire, si c'est la 5e fois qu'on le reçoit, on va dire merci, on a déjà été informé. On va dire merci pareil. Ah oui. Mais cette information-là nous est nécessaire si on veut dénoncer des choses, si on veut rectifier des pratiques également. Puis c'est pas toujours le SFPQ qui va dénoncer. Souvent, on va utiliser une tierce partie. Donner un exemple, au niveau de l'aide sociale, si je veux défendre le travail des agents d'aide économique ou dénoncer une situation, les médias vont dire « Ah, c'est parce qu'il défend ses cotisations syndicales. Il veut garder ses cotisations, il ne veut pas perdre de membres. » Si à la place, je prends l'information puis je la donne à un groupe de soutien aux personnes assistées sociales, eux autres vont sortir, puis ça va mieux sortir publiquement que si c'est le syndicat qui sortait pour défendre ses emplois. Moi, je défends autant mes emplois que les services à la population. Sauf que les médias, la population, des fois, ne le vit pas ou ne le reçoit pas de la même manière. Fait que des fois, ça ne me dérange pas de ne pas avoir le spotlight sur moi au niveau médiatique, de ne pas avoir le projecteur sur moi, mais que l'information, on puisse la sortir, que ça puisse avoir un impact et qu'on puisse faire un changement, qu'on soit un agent de transformation pour revenir à des bons services à la population. Souvent, les gens, il y a peut-être des actions qu'ils ne voient pas directement, comme tu disais, le syndicat, mais qu'on fait par la bande avec les différentes des ressources, soit sociales ou les différentes associations communautaires qui sont des partenaires, il ne faut pas l'oublier, des syndicats. De plus en plus même, on fait ces partenariats-là. Dans le passé, les gens avaient tendance à nous attaquer. Les gens qui défendaient les assistés sociaux, mettons, entre autres, ou les consommateurs, ils disaient « c'est la faute du fonctionnaire ». Le fonctionnaire, il pointait vers nous autres, parce que c'est la personne qui répondait au comptoir, c'est la personne qui répondait à la population. Puis là, à un moment donné, on s'est mis, puis c'est pas moi qui a commencé ça a commencé bien avant moi, on s'est mis à faire des liens avec ces groupes-là, en leur disant « Hey, minute, c'est des directives gouvernementales qui sont envoyées, je ne suis pas plus d'accord avec ça, mais mon boss me dit « Tu appliques ça, donc je n'ai pas le choix de l'appliquer. » Donc, je dis « Ah ouais, ben oui, mais je peux te dire que je ne suis pas d'accord, puis voici telle affaire, puis on fournit de l'information comme ça. Donc, ça permet de dénoncer des situations, justement, qui sont incompréhensibles au niveau d'une décision qui est prise par le gouvernement, puis qui a un impact pour la population. Puis justement, est-ce qu'un syndicat, c'est contre le gouvernement? Un syndicat, c'est pour ses membres, puis c'est avec l'employeur normalement. Quand l'employeur prend des décisions qui sont contre les employés, on est contre l'employeur à ce moment-là. C'est même qu'il faut le voir. C'est l'employeur est... S'il n'y a pas d'employeur, il n'y a pas de syndicat, il n'y aura pas d'employé. Donc, c'est un mal nécessaire. Puis, le syndicat n'est pas nécessaire dans la vie. Un éboueur est plus important qu'un syndicat. Puis, je m'explique. Tant que tu as un employeur qui est un bon employeur, qui est fair, qui est impartial, puis qui te permet de progresser, puis que tout le monde est heureux dans la compagnie, tu n'as pas besoin de syndicat. Quand tu as un mauvais employeur qui prend des mauvaises décisions, qui est partial, qui amène de l'injustice, qui amène des décisions qui font du favoritisme également aussi, qui amène un non-respect de tes droits ou des contrats que tu as signés, là, tu commences à te dire, bien, ça me prendra peut-être un syndicat pour me défendre, pour parler en mon nom. Là, dans ce temps-là, on devient essentiel à ce moment-là. Mais à la base, un syndicat, il y a des jobs beaucoup plus importants que la mienne dans la vie, mais là, il est nécessaire, ma job, parce que c'est impossible que 42 000 personnes puissent négocier individuellement leur contrat de travail. Donc, c'est pour ça qu'un syndicat est essentiel. Est-ce qu'on est contre l'employeur? Non. Je dirais la plupart des belles relations que j'ai, c'est avec l'employeur pour régler des situations. Puis présentement, on essaie de régler justement la convention collective, pas à coup de grief, pas à coup de recours devant les tribunaux, mais en discutant avec l'employeur pour s'entendre puis trouver une solution aux problématiques qui ont été développées ou qui sont amenées avec la négo. C'est comme dans n'importe quel conflit interpersonnel. Je veux dire, si on prend le temps de se parler, de s'expliquer, de dire, moi, mon point de vue, c'est ça, vous, par rapport à telle situation, est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? C'est toujours la meilleure solution que d'y aller avec des façons répressives. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Puis ça va beaucoup plus vite aussi
que de judiciariser les dossiers. Exactement. Parce que quand tu judiciarises, d'abord, les coûts augmentent parce que ça te prend des procureurs, puis après ça, les délais de traitement augmentent. On sait que les tribunaux sont très occupés. Les procureurs sont très occupés également. Fait que quand tu arrives à un grief, mettons, de congédiement, tu vas avoir une date d'audition qui va commencer, tu vas avoir 2-3 jours, mais si ça prend 6 jours, la deuxième date ou la deuxième séquence de date va peut-être être 6 mois, 8 mois plus tard, des fois. Fait que c'est vraiment long à ce moment-là. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Je posais la question, moi j'étais déjà convaincu de la réponse, mais je pense qu'au niveau des membres aussi, on parlait tantôt de la rapidité d'action. Quand on a un membre qui vit une difficulté ou qui a un enjeu avec son employeur, ben, la première attitude que le délégué va avoir souvent, ben, ça va être d'aller discuter avec l'employeur, puis ça va être de questionner le délégué. Est-ce que tu en as déjà d'abord parlé avec l'employeur? Est-ce qu'il y a eu des solutions, des pistes de solutions, des choses qui ont été mises en place avant de tout de suite sauter au barricade et, comme tu dis, défoncer des portes, là? Parce que le dialogue et la communication, à moins qu'on parlerait de quelque chose qui n'a aucun bon sens puis qu'il faille dénoncer tout de suite, là, puis qu'il faille intervenir, mais c'est souvent la première ligne. Puis justement, on parle d'anecdotes tout à l'heure. Je me demandais, toi, dans ton parcours, tu as été très bien coaché par ton père. Pas du tout. Mais non, pas du tout. Quand il m'a dit, tu t'en vas au syndicat, j'ai dit oui. Tu veux-tu vraiment? Il dit aller à l'exécutif, j'ai dit oui. Il a dit bonne chance. Ouais, j'avais cette image-là. J'ai aucun mentorat de mon père. Non, aucun. Il préfère que je fasse ma trace moi-même, que je fasse mon chemin moi-même. Le mentorat que j'ai eu, entre autres, je l'ai eu par les vieux et les gens de la vieille école du service des recours. Puis je dis pas péjorativement ça, les vieux. Je vais vous donner une anecdote justement par rapport à ça. J'arrive au service des recours, je suis nouveau vice-président. D'abord, il y a quelqu'un dans la région de Québec, un régional technique, qui est Mario Leclerc, qui était là depuis de nombreuses années. Je l'appelais quasiment toutes les 3 semaines, 2 semaines pour avoir des informations. Ça fait 2 mois que je t'ai lu. Il arrive dans mon bureau, il dit « Hey Christian, il dit, j'aurais une question pour le VP des recours. » Je le regarde, je dis « Hey Mario, ça fait 2 mois que je te cite, là. La petite flamme d'Espresso ne m'est pas tombée sur la tête. Là. Il va voir un conseiller qui a 30 ans d'expérience. Lui, il va donner les réponses. Je dis, moi, je n'ai pas de réponse à te donner. Je te demandais des questions il y a 2 mois de ça. Mais elle m'a donné, il y a 6 conseillers qui rentrent dans mon bureau. Celui ou celle qui avait le moins d'expérience, là, il avait peut-être 25 ans d'expérience. Syndicale, comme conseiller. Pas comme dirigeant délégué, là, mais comme conseiller au service des recours. Celui qui en avait le moins, il avait 25 ans. Celui qui en avait le moins, il avait 25 ans. Celui qui en avait le plus, avait 37 ans d'expérience. Ils se mettent 3 contre 3, puis ils se mettent à s'obstiner devant moi sur l'interprétation de la convention collective pour, après ça, traiter des griefs. Ça s'est obstiné pendant 15 minutes à s'envoyer des arguments d'un bord et des arguments de l'autre. Mais il m'a donné un qui a dit « Hey, vos gueules! » Là, il dit « VP, tu nous as entendu? » Il dit « C'est quoi qui est ta position? » Là, j'ai regardé, j'ai dit, ma position, ça va être telle position pour tel aspect, puis telle raison. Bon, mais c'est parfait, tout le monde, vous avez compris, maintenant tout le monde retourne travailler. Et 6 sont sortis de mon bureau. Là, je suis resté ébahi en disant, wow, ça, c'est de l'école. Ah, oui. Ça, j'ai aimé ça, puis ça, j'ai eu du fun. Ça a été une belle expérience pour moi. C'est de même que j'ai appris. Il nous reste à peu près un 10 minutes. Oui. Peut-être qu'il y a une dernière anecdote, puis après ça, on va peut-être plus conclure. Oui. Quelque chose en rafale, peut-être? Oui, peut-être. J'en ai peut-être 2, mettons. Oui, vas-y. Ouais. Le monde pense que je ne suis pas très souriant, mais le monde pense que je suis bête puis que je suis quelqu'un qui n'est pas abordable. C'est pas le cas. Vous le voyez que le balado, là, c'est filmé en plus, je suis très souriant. Mais je suis un joueur de tours. Le monde ne savent pas. J'aime jouer des tours. Puis souvent, on avait l'habitude, au niveau de l'exécutif, de jouer des tours aux nouveaux puis nouvelles qui arrivaient. Donc, on a joué des tours à différentes personnes, dont, entre autres, une personne que je nommerai pas. Mais il y a tout le temps eu cette aura-là autour de l'exécutif. Ils ont tout le temps des cadeaux, aux autres. Ils ont tout le temps plein de nouveautés. Puis ils ont plein de privilèges. Il y a 4 personnes qui se font nouvellement élire à l'exécutif national, puis des gens, des représentants régionaux du monde qui ont de l'expérience du bagage. On joue un tour à un des vice-présidents en lui faisant croire qu'on a des cadeaux puis qu'on se partage les cadeaux. Mais les cadeaux sont seulement pour les gens qui ont au moins un mandat de fait. Donc, là, on parle de voyage de pêche, on parle de voyage de chasse, on parle de tournois de golf ou de passes de golf gratuites qu'on a à différents terrains dans la région de Québec, et ainsi de suite. Fait que là, Lucie, qui est la présidente, commence, puis on s'est mis d'accord avec tout le monde. Même les nouveaux sont d'accord avec nous autres pour jouer le tour. Ils sont au courant. Oui. Fait que là, on commence, puis on dit on va faire la préparation. Puis là, Lucie, elle explique que c'est seulement les gens qui ont plus qu'un mandat. Pour les nouveaux, il faut qu'ils attendent au moins un mandat. La personne en question, elle pogne les mouches, puis là, pas question, puis moi ici, puis tout ça. Puis là, tu as un trésorier général qui est Denis Turcotte à l'époque, qui dit « Hey, le junior, là, moi, j'ai fait mon temps, tu vas faire ton temps, toi, ici. » Fait que là, il dit « Prends ton gaz égal. » Puis là, lui, il pense avoir de l'appui de ses collègues, les 3 autres nouveaux qui sont avec lui, parce qu'ils sont majoritaires à l'exécutif, quasiment, dans ce temps-là. Fait que là, non, on est d'accord avec eux autres, pas de problème, on va suivre la ligne. Là, il sac.
puis il sac, puis ça n'a pas d'allure. Puis là, lui, il commence à énumérer les choses qu'on a, puis plus ça va, plus il vient de mauvaise humeur. Fait que là, à un moment donné, je dis, bon, c'est assez duré, là. Fait que là, lui, ça, il compte que c'est une joke, c'est pas vrai. Ah, ben il dit comme ça, on a droit à tout ça, nous autres aussi. Fait qu'il dit, comment qu'on se partage ça maintenant? Non, t'as pas compris, là. Il n'y en a pas. Mais cette rumeur-là, ben c'est ça, c'est une rumeur. Il n'y en a pas de cadeau. Oh my God. Ouais. Puis je vais confirmer un peu ce que tu veux dire, parce que souvent, les gens ont l'image du Christian dans l'instance syndicale, qui est très autoritaire, qui est à cheval sur les règles, parce qu'on a besoin, dans les instances syndicales, d'avoir un certain cadre. Bien, dans la partie, je dirais, là, en dehors des instances syndicales, Christian, il y a une autre image. Donc, soyez pas freinés. Je veux juste le dire à tout le monde. Là, souvent, les gens vont penser que tu es peut-être un peu intimidant, difficile d'approche. Mais n'hésitez pas à aller vers Christian, vers les autres de l'Exécutif national. C'est tous des gens qui sont humains puis qui ont passé par où vous avez passé. Ils connaissent le chemin, ils connaissent l'organisation. Puis de ne pas hésiter pour venir vers vous. Là. Exactement. J'ai une mini-question, moi, Christian. Oui. T'as-tu, pour le conseil de dans 2 semaines, préparé quelques jokes de hibou? Les jokes de hibou, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'à un moment donné, on a des temps d'attente. Parce qu'on avait des séances en hybride. Puis des fois, il y a des petits délais sur certaines choses. Donc en ligne et en présentiel. C'est ça, en ligne et en présentiel. Bon, en présence physique, j'aime pas dire présentiel, c'est un mot qui n'existe pas dans ma tête. Fait qu'en présence physique, on a des gens, puis on avait des gens qui étaient en ligne à ce moment-là, puis des fois, il y a un certain délai. Puis on m'a dit, pendant les moments d'attente, il faudrait que tu fasses quelque chose. Puis là, quelqu'un m'avait suggéré des jokes de hibou. Et les jokes de hibou ne sont pas de moi. Elles sont toutes écrites de Karine d'Extra Pocket. Est-ce que tu en as une que tu voudrais juste nous lancer comme ça? Je te prends un peu j'ai bien des anecdotes, mais j'ai pas de joke de hibou, malheureusement, avec moi. On va garder ça pour le prochain. On garde le punch, c'est ça, pour le conseil syndical. Puis j'ai une enveloppe avec toutes ces jokes-là dans l'enveloppe à ce moment-là. Fait que c'est là que je les compte, mes jokes de hibou. Mais ceci étant dit, ça amène un petit peu de léger à travers l'instance, qui parfois peut être très lourde également aussi, de part, mettons, de passer des budgets, passer des états financiers, passer les assurances également. C'est tous des sujets qui sont le fun à jaser, puis que les gens aiment beaucoup ça, parler de ça. Mais quand on arrive avec des moments plus légers, ça permet justement de détendre un petit peu l'atmosphère à travers ça. Je pense qu'on va pouvoir réinviter Christian. Il semblait avoir encore... On manque un petit peu de temps au niveau de notre balado, mais je pense qu'on va pouvoir refaire ça puis retenter l'expérience. Oui, parce que la dernière fois, quand on avait fait le premier balado, vous m'aviez dit, puis j'avais fini avec une anecdote sur ma tante, justement, qui était ministre de la Justice, qui avait envoyé promener un juge. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Puis j'ai dit, je pourrais faire un balado juste d'anecdotes. Elle dit, on va te réinviter pour... Fait que là, j'avais 2 pages d'anecdotes à raconter aujourd'hui. Puis c'est ce que je comptais tantôt à des gens de la salle. Je dis, j'ai des anecdotes en masse à raconter. Puis là, vous avez commencé sur champ gauche complètement avec des questions sur la structure, la mobilisation. Puis là, je dis, OK, on va mettre le patte de côté. Puis on change le créneau, mettons. Ça veut dire qu'on va être invité pour un 3e. Merci beaucoup. Pas de problème. Merci beaucoup. Très gentil.